Ouais, je me sponsorise moi-même, ça n'a aucun sens. Grâce à Legendex, j'ai découvert une fontaine bien mystérieuse. On est ici à Givry, en Saône-et-Loire. Pourquoi une telle architecture pyramidale se retrouve-t-elle dans ce coin de la France? Des Égyptiens sont-ils venus ici, ou est-ce simplement un vaisseau extraterrestre? Certains pensent qu'il y a, en ce lieu aux énergies quantiques, une énigme. Sur la pyramide, on peut retrouver 11 signes du zodiaque, 11 alors qu'il en existe 12. Encore un fait étrange. Comme par hasard, il y a beaucoup de soleil là. Legendex dispose sur Android et enfin sur iOS. Explorez la France étrange. Ça me donne envie de faire un 5 théories sur l'astrologie ça. Ah, j'adore l'astrologie, je suis trop content d'en parler avec vous aujourd'hui. Depuis gamin, ça m'a toujours fasciné, probablement car j'ai grandi avec le manga Saint Seiya. Regardez Mou, le chevalier du bélier, mais qu'est-ce qu'il est stylé! Ouais, je suis bélier. Un signe audacieux, entreprenant, passionné, indépendant, courageux. C'est tout moi. Que voulez-vous? L'astrologie existe depuis les premières civilisations et depuis, il y a eu beaucoup de variantes, de nouvelles écoles, de nouveaux courants qui se sont formés. Aujourd'hui, on va parler de la plus connue, l'astrologie dite traditionnelle, celle qui découpe le ciel en 12 parties. Les 12 constellations que traverse le soleil de notre point de vue et qui influenceraient les caractères et les trajets de vie des personnes qui naissent sous ces étoiles. Cette idée que les astres tracent nos destins, nous dévoilent notre réelle nature, est une idée très ancienne, qui est à la fois stylée et rassurante. Mais beaucoup de mystères entourent cette discipline. Alors accrochez-vous car c'est parti, bienvenue à tous dans le 5 théories sur l'astrologie. À Paris se trouve une bien étrange structure, la colonne de Médicis. Haute de 31 mètres, personne ne sait pourquoi elle fut construite. Cette colonne dorique, creuse attribuée à l'architecte Jean Bulan, fut élevée en 1574 sur ordre de Catherine de Médicis dans la cour de l'hôtel de la reine qu'elle venait de se faire construire. L'hôtel fut démoli au XVIIIe siècle et la colonne en resta, le seul vestige. Il existe plusieurs légendes urbaines, plusieurs théories à propos de cette structure. Édifice commémoratif, tour de guet, mais la plus populaire veut qu'elle ait un rapport avec l'astrologie. Mais ouais, on est là pour parler d'astrologie. Un mystère demeure. Pourquoi Catherine de Médicis, qui se faisait construire alors le palais des Tuileries, quitta subitement sa résidence pour l'hôtel de la reine? Eh bien, comme Ruggieri, son astrologue et conseiller, lui prédit en 1571 qu'elle allait mourir près de Saint-Germain. Épouvantée, une hypothèse veut que Catherine de Médicis quitta alors précipitamment le palais des Tuileries en construction, palais proche de l'église Saint-Germain d'Auxerrois, et racheta l'hôtel de Soissons, éloigné de tout lieu qui porterait le nom maudit de Saint-Germain. En effet, Catherine de Médicis était passionnée d'astrologie, mais était aussi, dit-on, très superstitieuse. Tout en haut de la fameuse colonne se tient une plateforme de 4 mètres sur laquelle sont inscrits les points cardinaux. Afin de pouvoir observer les étoiles à toute heure, la reine avait une porte dans ses appartements lui permettant d'accéder directement à cette plateforme. Elle aurait ainsi été construite pour son astrologue, afin qu'il continue de prédire l'avenir de la reine. Fin de l'histoire, on raconte que, sur son lit de mort, Catherine de Médicis demanda au prêtre qui veillait sur elle comment il se nommait. Il répondit « Julien de Saint-Germain ». Ah, ça me fait toujours frissonner cette histoire. Vous êtes-vous déjà demandé d'où venaient les signes du zodiaque? Pourquoi ma constellation, c'est-à-dire ça, c'est un bélier? Ce qu'il faut savoir, c'est que les constellations, ce sont des régions du ciel conventionnellement délimitées qui incluent un groupe d'étoiles. Il n'y a pas de loi scientifique ou de logique mathématique derrière ces regroupements. La constellation du dragon, par exemple, il n'y a rien qui relie forcément ces étoiles, c'est juste qu'on les a regroupées ainsi. Mais bref, d'où viennent nos signes?
On va faire les 12, c'est parti. Bélier. Cette constellation représenterait le bélier volant Chrysomalios, chevauché par Phrixos dans la mythologie grecque, dont la célèbre toison d'or a inspiré la saga de Jason. Mais le bélier pourrait aussi nous venir des anciens peuples de bergers qui sortaient les troupeaux au retour du printemps. Taureau. Les Grecs qui voyaient la forme bovine utilisée par Zeus afin de commettre le rapt d'Europe, soit le taureau blanc envoyé par Poséidon à Minos. Mais ce signe apparaissant au cœur du printemps, il pourrait provenir des éleveurs de gros bétail d'Asie mineure. Gémeaux. Toutes les civilisations y ont toujours vu deux jumeaux, que ce soit des jumeaux humains ou alors des jumeaux animaux, par exemple des chevreaux chez les Perses. Pour les Grecs, les Gémeaux représenteraient Castor et Pollux, les frères jumeaux d'Hélène de Troie, mais les Romains, eux, y voyaient Romulus et Rémus, les fondateurs de Rome. Cancer, appelé la tortue chez les Babyloniens, le scarabée chez les Égyptiens, c'est sa forme de crabe qui est restée aujourd'hui. Dans tous les cas, il s'agit d'un animal qui peut nous rappeler le début de l'été. Pour les Grecs, il s'agissait du crabe qui prit parti pour l'hydre et qui, dans son combat avec Hercule, fut écrasé. Il sera ressuscité par Poséidon en monstre géant pour servir son armée. Pour ses efforts, à sa mort, il fut élevé au ciel par Héra. Lion, animal bien sûr de la puissance solaire. Il correspondrait dans la mythologie grecque au lion de Némée tué par Héraclès lors du premier de ses 12 travaux. Vierge. Alors là, probablement le signe le plus mystérieux. Qui est la Vierge ? Quasiment toutes les grandes déesses de l'Antiquité y furent liées. Isis, Perséphone, Cybèle, Artémis, Athéna, bien qu'on ne puisse pas y retracer son origine. On pourrait passer tout l'épisode sur ce sujet, en vrai, c'est super intéressant. Mais probablement qu'elle symbolisait au départ une déesse de la fécondité que l'on prie à la fin de l'été, lorsque les jours diminuent et que sonne l'heure des dernières récoltes. Balance, voilà une constellation plutôt récente. Autrefois, selon les civilisations, soit la balance faisait partie de la Vierge, qui tenait cet objet dans la main, soit elle faisait partie du Scorpion et représentait ses pinces. La balance étant le symbole des partages égaux, elle aurait été ajoutée pour désigner la région que le soleil traverse lorsqu'il partage le temps en jour et en nuit d'égale durée, à l'équinoxe d'automne. Scorpion. Il est probable que le scorpion ait été imaginé à cette période de l'année car il était un animal redouté par les Babyloniens pour ses piqûres mortelles, qui venaient avec les nuits, le froid, le silence qui gagne la nature. Chez les Grecs, on appelait cette constellation la Grande Bête. Selon les Romains, il s'agirait du scorpion de feu envoyé par Artémis pour tuer le chasseur Orion. Ainsi, sa constellation se trouve opposée à la constellation d'Orion, se levant en été lorsqu'Orion se couche. Sagittaire, dans la mythologie grecque, le Sagittaire représenterait le centaure Pholos, bien que certaines sources l'associent plutôt à Crotos, ou même à Chiron, lui-même associé à la constellation du Centaure. Certains disent que puisque ce signe marque la transition entre la fin de l'automne et le début de l'hiver, période où le ciel se confond avec la terre, il fut donc symbolisé par le centaure, mi-cheval, être de la terre dans sa partie inférieure, mi-homme, être céleste dans sa partie supérieure. Capricorne. Il s'agit d'une des plus anciennes constellations qui existent, peut-être même la plus ancienne selon certains chercheurs. Des descriptions d'une chèvre ou d'une chèvre poisson ont été trouvées sur des tablettes babyloniennes datant de 3000 ans. À cette époque, le solstice d'hiver avait lieu quand le soleil s'y trouvait, et cette position d'un soleil renaissant avant son essor durant le printemps a probablement contribué à sa création. Certains Grecs l'identifiaient à Amalthée, la chèvre qui nourrit Zeus lors de son enfance. D'autres pensent qu'elle représente Pan lorsqu'il fuyait le monstre Typhon. Il s'était transformé en chèvre et en voulant plonger dans l'eau, il rata sa transformation et seul l'arrière-train devint poisson. Selon d'autres versions, il s'agirait de la divinité sumérienne Enki, sous la forme Sukurmashu. Et pour m'être là encore beaucoup renseigné, on pourrait là encore passer tout un épisode sur ce sujet. Verseau. Certains auteurs veulent que ce soit le fameux échanson des dieux, Ganymède, fils de Tros et de Callirhoé, lequel, chassant sur les sommets de l'Ida, fut aperçu par Zeus, qui fut épris de ses charmes. Il l'enleva aux cieux par le moyen de son aigle et le mit au nombre des signes célestes. Il y prit le nom de Verseau de sa fonction qu'il paraît exercer auprès des dieux. Il porte l'amphore de la saison des pluies qui apporte les inondations. Et pour finir, Poisson. Cette constellation remonte aux Babyloniens qui la décrivaient déjà comme composée de deux poissons poussant un œuf géant.
Pour les Égyptiens, il s'agit du poisson Inet, dans lequel se réfugie l'âme des défunts. En effet, à partir de l'époque Ramesside, on représente le défunt en train de pêcher à la ligne deux Inettes représentant son âme d'hier et son âme de demain. Il assure ainsi son devenir, en prenant possession des deux bornes entre lesquelles il cheminera vers l'éternité. La mythologie grecque, quant à elle, veut que ces poissons soient Aphrodite et son fils Eros, poursuivis par le monstre Typhon. Ils auraient relié leur queue avec de la corde afin de ne plus se séparer. Voilà donc, pense-t-on du moins, l'origine des 12 signes du zodiaque. Mais le saviez-vous, il y en a un 13e. Si vous êtes né entre le 29 novembre et le 18 décembre, eh bien désolé de vous le dire, on vous a menti. Vous êtes ni Scorpion, ni Sagittaire, vous êtes Serpentaire. Reprenons les bases. Le plan écliptique. D'un point de vue géocentrique, l'écliptique est le grand cercle représentant la projection sur la sphère céleste de la trajectoire annuelle apparente du Soleil, vue de la Terre bien sûr. Le Soleil traverse entre guillemets donc de notre point de vue des constellations tout au long de l'année. Par exemple, entre le 21 mai et le 21 juin, le Soleil traverse la constellation des Gémeaux, ce qui signifie que toute personne née entre ces dates sera de signe Gémeaux. Enfin, si vous ne vous êtes jamais intéressé à l'histoire ou à la véracité de l'astrologie, et que vous y croyez à fond, mes prochains mots pourraient vous faire un choc. Nos ancêtres, pour créer l'astrologie, ils ont dû découper notre ciel en 12 parties égales. On est d'accord. Sauf que les 12 constellations qu'ils ont choisies sur le cercle écliptique ne font pas du tout la même taille. Pas du tout les mêmes tailles. Par exemple, la Vierge est l'une des plus grandes constellations du ciel. Le Soleil ne la traverse pas qu'un mois, il met bien plus longtemps à la traverser. Le Scorpion, au contraire, est l'un des signes les plus petits. Le Soleil le traverse en seulement quelques jours. Peut-être pensez-vous que vous êtes Scorpion alors que logiquement vous devriez être Sagittaire. Enfin non, même pas. Vous devriez être justement du 13e signe. Serpentaire. Découper le ciel en 13 parts égales, ce n'était pas possible, mais pourtant le Soleil traverse bien 13 constellations. Inclure le 13e signe, c'est donc impliquer d'avoir des signes de longueurs inégales. Idée que beaucoup d'astrologues rejettent. Jean Rignac, astrologue ayant officié chez RTL dans les années 70-80, a déclaré « Les personnes nées sous le signe du Serpentaire sont des personnes calmes et sages, en quête de paix et d'harmonie. Elles possèdent des facilités dans tout ce qui se rapporte à la finance. Par ailleurs, les Serpentaires sont de nature jalouse en amour, car ils donnent tout pour leur couple et leur famille. » Êtes-vous Serpentaire? Dites-le moi en commentaire. Cette constellation est inspirée d'un personnage de la mythologie grecque et représenterait un homme qui tient un serpent entre ses mains. Mais alors, doit-on conclure que l'astrologie, à cause de ce 13e signe, c'est du gros n'importe quoi? Eh bien, sachez que les Égyptiens connaissaient le Serpentaire. On le retrouve sur le célèbre zodiaque de Dendera, et il est représenté par Ra sur une barque. Mais sur ce bas-relief, les jambes de Ra ne vont pas jusqu'à l'écliptique. De fait, si on retire les jambes du Serpentaire ou qu'on les raccourcit, cette constellation ne touchera plus l'écliptique. La 13e constellation est donc une notion subjective, comme toutes les constellations comme je vous le disais en début de vidéo. L'astrologie, c'est donc une discipline sans fondement scientifique qui se base sur des regroupements d'étoiles qui, eux non plus, de toute manière, ne se basent pas sur des critères définis. Mais il y a pourtant des faits troublants à propos de l'astrologie. Alors, continuons de creuser le sujet. Selon l'astrologie, notre personnalité et notre parcours de vie sont influencés par notre constellation de naissance, ainsi que de l'emplacement de divers astres qui composent notre système solaire. Ceci implique donc l'existence de jumeaux astraux, des personnes nées au même moment qui auraient des vies similaires. Par exemple, deux personnes nées le 22 septembre 2004 à 16h16 devraient, en plus de se ressembler énormément, avoir plus ou moins le même destin. Une sorte de gémellité métaphorique, comme on dit. Jacques Sadoul, écrivain français, cite l'exemple du roi George III d'Angleterre et du marchand de ferraille Samuel Lemming.
George III devint roi le jour même où Lemming devint patron de sa boutique de ferraille. Ils se marièrent tous deux le 8 septembre 1761, eurent le même nombre d'enfants du même sexe, furent atteints des mêmes maladies à peu près en même temps, et tous deux moururent le 29 janvier 1820, à quelques heures d'intervalle. Ok, ça c'est fou. L'exemple le plus connu de jumeaux astro est celui d'Abraham Lincoln et Charles Darwin. Tous les deux sont nés le 21 février 1809, les deux ont perdu leur mère quand ils étaient jeunes, les deux étaient passionnés de science, avaient une approche sceptique à propos des religions et ont considérablement changé le monde. Étrange, fascinant même. Difficile de pas croire en l'astrologie après ça quoi. Mais il y a plusieurs années, Arte s'est penché sur la question et ils ont été chercher des jumelles astrales. Si, selon l'astrologue, en effet, elles se ressemblent, ce n'est en réalité pas du tout le cas. Entre eux, il n'y avait pas plus de ressemblance qu'entre n'importe quelles autres personnes dans le monde. Ah merde! Parce que là, pour le coup, j'avais vraiment envie d'y croire, quoi. Vous êtes 1 million à vous être abonné à cette chaîne YouTube. Parmi ce million-là, il y a une probabilité qu'il se trouve des gens nés le 27 mars 1994 à 1h du matin, c'est-à-dire comme moi. Si c'est votre cas, n'hésitez pas à le mettre en commentaire ou à me contacter, on pourrait faire une expérience pour vérifier tout ça, ce serait cool. Mais parmi les gens qui sont nés en même temps que moi, il y aura forcément des gens qui auront une vie qui ressembleront à la mienne, d'autres pour qui leur vie ressemblera juste un petit peu à la mienne, et d'autres pour qui leur vie n'aura rien à voir avec la mienne. Ainsi, prendre deux personnalités connues au hasard, forcément que certains jumeaux astro se ressembleront. Et normalement, c'est là que je touche donc un point sensible, et que les partisans de l'astrologie vont peut-être se mettre en colère. Un conseil donc pour tout le monde si vous voulez éviter de tomber dans des croyances fumeuses. C'est une méthode que j'utilise depuis quelques années. Si vous croyez quelque chose, posez-vous la question suivante. Quel argument pourrait discréditer ma théorie ? Par exemple, je crois en la théorie de l'évolution. Quel argument pourrait discréditer la théorie de l'évolution ? Eh bien, un fossile de berger des Pyrénées à l'époque du Dévonien, par exemple. Souvent, les théories qu'on ne peut pas discréditer, c'est fumeux. L'astrologie ne propose pas dans son cadre théorique d'arguments qui pourraient la réfuter. C'est donc un peu pervers. Mais, il existe un élément incroyable, un argument dingue en faveur de l'astrologie. Une dinguerie qui amène à la dernière théorie qui va vous faire exploser votre cerveau. Promis. Des études qui invalident totalement l'astrologie, il y en a eu des tas. La plus connue est sans doute l'expérience de Sean Carlson. 28 astrologues, tenus en haute estime par leur pairs, ont dû deviner les signes astrologiques de 100 personnes. L'étude a révélé que les astrologues n'étaient pas en mesure d'attribuer mieux que le hasard les thèmes astro aux tests de personnalité correspondants. Carlson a conclu que le résultat réfute clairement l'hypothèse de l'astrologie natale. On peut même, et ça me fait chier, croyez-moi, réfuter l'astrologie juste avec un peu de logique, avec un peu de bon sens. Par exemple, le printemps est censé commencer avec le bélier, signe de feu, et régi par le dieu de la guerre, Mars, alors que, selon Ptolémée par exemple, le printemps est plutôt humide, ce qui l'apparente au début de toute vie animale, doux et tendre. Quand bien même, le bélier dans l'hémisphère sud, c'est pas du tout le printemps. On a aussi le fameux effet Barnum, biais cognitif induisant toute personne à accepter une vague description de la personnalité comme s'appliquant spécifiquement à elle-même. Si je vous dis, les Verseaux sont consciencieux, discrets et très agréables à côtoyer. Ils ont un sens inné de l'organisation et du devoir. C'est sûr, des Verseaux vont se dire que ça leur correspond. Or, ce que je viens de vous lire, c'est pas du tout la description des Verseaux, mais la description des Vierges. Mais effectivement, il y a un putain d'argument en faveur de l'astrologie, la fameuse dinguerie dont je vous parlais tout à l'heure. Selon l'astrologie, chaque signe est susceptible d'avoir certaines maladies. Par exemple, les lions auraient souvent des problèmes aux yeux ou au cœur. Les poissons auraient des soucis aux pieds, des problèmes respiratoires, etc. C'est le cas aussi de l'astrologie chinoise. Et justement, des chercheurs de l'université de San Diego ont publié une étude chez The Lancet portée sur les registres de décès de 28 000 sino-américains et 400 000 blancs entre 1969 et 1990.
Le premier groupe est représentatif de la population chinoise de Californie, qui vit souvent dans des communautés assez fermées et très attachées à ses croyances. Précisément, l'astrologie chinoise affirme que le destin d'un individu est marqué par son année de naissance, chaque année étant associée à un élément, feu, terre, métal, eau et bois. Certains éléments prédisposeraient à certaines maladies. Par exemple, 1907, année de la terre, favoriserait les tumeurs, alors que 1908, année du feu, favoriserait les maladies cardiaques. Les auteurs de l'article ont mis en évidence que les Chinois atteints d'un cancer du poumon et des bronches sont morts en moyenne à 66,35 ans, quand ils étaient nés dans les années terre, prédisposant aux tumeurs, mais à 67,46 ans pour les natifs d'autres années. De même, les années feu sont négatives pour les maladies cardiaques dont l'espérance de vie est inférieure à 1,22 ans, en conformité avec les affirmations de l'astrologie chinoise. Truc de fou! On montre bien là qu'il y a une corrélation entre les décès des personnes et ce que dit l'astrologie chinoise. Cependant, corrélation, eh bien ça ne veut pas forcément dire que l'astrologie est véridique. Attention, meilleure théorie de l'année sur la chaîne. Oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour encore plus de dingueries, ok? C'est parti! Et si ce n'était pas les astres qui influençaient notre destin, mais bien l'astrologie elle-même. Selon cette même étude, les 400 000 blancs ne sont pas morts en fonction de leur signe chinois. Seulement les Chinois, ceux qui y croyaient, en sont morts. Alors, à moins de prétendre que l'influence des astres s'exerce seulement sur ceux qui y croient, ces résultats confirmeraient bien que c'est la croyance qui est responsable des variations de longévité. Ceci souligne la complexité de l'action des facteurs psychologiques sur la maladie et plus généralement sur les comportements humains. Je me sens prêt à foncer, je me sens courageux, indépendant parce que je suis un bélier, ou est-ce plutôt parce qu'on m'a répété pendant toute ma jeunesse qu'un bélier devait agir comme ça, et que je me suis donc calqué sur ce modèle? C'est prendre le problème à l'envers, comme nous l'avions fait pour l'épisode sur les expériences de mort imminente. Vous êtes votre signe parce que vous voulez être votre signe, pas parce que votre signe agit sur vous. Vous vous êtes conditionné à faire de vous ce que l'astrologie voulait de vous. Oubliez tout ça, vous êtes maître de votre destin. Soyez qui vous voulez, ce que vous voulez, quand vous voulez. Bam! Bah bien sûr que je termine l'épisode là-dessus, là. Finir comme ça, c'est vraiment trop stylé, quoi. Allez, c'était Didi Chanduidoui, à la prochaine, pour de nouvelles théories.